Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Grégory, merci de nous recevoir chez DHL France. Tu es directeur marketing et commercial donc de DHL France. Aujourd'hui, je voulais te rencontrer pour qu'on discute un petit peu des tendances, comment ça évolue, d'avoir un peu ton regard sur cette année 2018. Il y a beaucoup de sujets qui évoluent sur l'aspect logistique, qu'on le voit sur les coursiers, sur l'international ou autre. Quelles sont, selon toi, les grandes tendances qui ont rythmé cette année 2018 ? Alors, sur la dimension logistique, pour moi, l'élément fondamental, ça reste toujours le dernier kilomètre. Il y a deux manières pour nous de voir les choses. Il y a soit l'aspect client, soit l'aspect purement logistique ou transport. Donc, en tout cas, pour la partie DHL, pour nous, ce qui a été fondamental, c'est la livraison du dernier kilomètre. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire que les clients tels qu'on les connaît, nous, aujourd'hui, ont plus forcément envie d'être livrés chez eux ou d'être livrés dans un relais colis ou autre. Ils ont plutôt besoin d'être livrés là où ils sont. Ça, c'est le phénomène mobile marketing. Ouais. Donc nous, face à cela, il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on développe des solutions qui nous permettent, d'aller chercher le client là où il se trouve, de faire en sorte d'avoir quand même des réseaux qui soient en adéquation avec ce que le marché demande. C'est-à-dire que on sait que c'est compliqué d'aller livrer les centres-villes, donc aujourd'hui on s'associe avec des startups pour le faire, pour pouvoir toucher les clients de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus green, on va dire. Ça, c'est l'enjeu fondamental. Comment tu le comprends, cette tendance de mobilité ? C'est plus à l'utilisateur de s'adapter à la logistique, mais vraiment la logistique de s'adapter au parcours de l'utilisateur. On le voyait encore en arrivant à Paris, il y a des casiers pour recevoir les colis, de réfléchir maintenant l'utilisateur, il a beaucoup plus une logique de mobile, que ce soit avec son portable, il se dit ok, je vais pas forcément me faire livrer soit au boulot ou soit chez moi, mais peut-être sur mon parcours. Et du coup, il y a une compréhension qui est beaucoup plus complète, on va dire. Complètement. Déjà, le système a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'au début, on a vu arriver l'émergence du e-commerce en se disant, on doit s'adapter, on doit livrer des particuliers. Parce que initialement, DHL, comme une grande partie de nos concurrents, on est des boîtes B2B. Donc on a dû adapter déjà notre organisation, nos centres de tri, nos chauffeurs aussi, qui étaient habitués à livrer des entreprises, au fait de livrer des particuliers. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Ouais. Après, il y a eu l'émergence aussi de se dire, pour ne pas avoir à relivrer, en tout cas à offrir aux clients une expérience client qui soit un peu négative, on va essayer de se rapprocher d'eux avec d'autres solutions. Ça a été l'arrivée des points relais. Ça a été aussi l'arrivée des consignes, enfin tout ça. Et là maintenant, on est vraiment dans quelque chose de différent. On se dit, le client aujourd'hui, majoritairement quand on est dans le e-commerce B2C, qui est une partie de nos clients, on pourra parler du B2B aussi après, sur le B2C, aujourd'hui, la majorité ont déjà fait leur commande sur le smartphone. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est d'être livrés là où ils sont, pas forcément chez eux. Donc là, on s'associe effectivement avec des startups pour essayer de faire ce qu'on appelle du neighbor delivery, de la livraison directe sur boutique, etc., etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé des outils qui sont pas vraiment opérationnels aujourd'hui, qui vont être plus des outils marketing, comme On-Demand Delivery, ODD chez nous, qui est un système qui couvre 165 pays, bientôt 168, puisqu'on est dans la zone. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, on vous envoie en amont l'information comme quoi vous allez recevoir un colis. Vous pouvez le recevoir initialement chez vous, puisque c'est l'adresse qui a été mise dans le site sur lequel vous avez commandé. Par contre, vous pouvez toujours changer l'adresse à laquelle vous souhaitez livrer. Ça peut être à votre bureau, ça peut être finalement dans une autre adresse. Et ça démontre une certaine forme de flexibilité, c'est-à-dire où c'est nous maintenant qui nous adaptons effectivement à la personne et pas l'inverse. Ça, c'est essentiel. On voit de plus en plus de standards où la logistique essaye d'être davantage proche, mais en même temps d'être beaucoup plus flexible. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a des solutions qui sont plus adaptées, c'est de pouvoir changer en fonction de son quotidien. Il y a beaucoup de solutions qui se développent là-dessus, que ce soit avec les coursiers. Je pense que cette notion de mobilité, elle est essentielle. Aussi, elle évolue avec une ville qui essaye de se renouveler avec des nouvelles technologies, avec de nouveaux sujets. Est-ce que, sur cette année 2019, tu vois certains sujets qui vont transcender ou continuer l'évolution de cette chaîne logistique autour du e-commerce ? Je suis
convaincu que d'un point de vue purement opérationnel, pour des entreprises comme nous, le côté green attitude va prendre le dessus. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus les centres-villes se refermer. D'accord. Donc à les livraisons. Donc, et derrière, nous demander d'avoir des solutions qui soient beaucoup plus adaptées aux normes environnementales et autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on doit déplacer une grande partie de nos sites logistiques ou de nos sites de transport qui sont en périphérie, notamment à côté des aéroports, pour se rapprocher des centres-villes, avec des solutions qui sont green à l'intérieur, dans la manière de traiter les colis et les distribuer. Donc c'est le cas, on a une agence qui va être en région parisienne, qui est ce qu'on appelle DistriGreen, avec laquelle on distribuera les colis de manière verte, avec des véhicules électriques, avec des vélos. Voilà. C'est vraiment la tendance qui émerge le plus. Aujourd'hui, là pour le coup, c'est à nous de nous adapter aussi à cet environnement-là. Donc, comment tu vois la chose ? Est-ce qu'il y a des exemples sur d'autres pays ou est-ce que la France est en retard ? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Est-ce qu'il y a des exemples à reprendre sur les différents pays ? Alors la France n'est pas en retard. Elle est plutôt, comme tu le dis, dans la bonne direction, parce que l'avantage, c'est qu'en France, quand même, on est quand même des créateurs. D'accord. On innove beaucoup sur toutes ces solutions. On voit beaucoup de startups qui ont pris le dessus aujourd'hui, qui nous proposent à nous, DHL, des solutions. Maintenant, s'il y a un pays qui est référent, ça reste les États-Unis. Les États-Unis, ils ont compris qu'une grande partie du business, en tout cas sur le e-commerce, se faisait dans les centres-villes. Et donc on développait des solutions qui sont beaucoup plus développées que les nôtres, c'est-à-dire vraiment comme le fait par exemple un Amazon Flex aujourd'hui, la possibilité de livrer directement chez la personne en utilisant les caméras et autres. Donc oui, ils sont beaucoup plus développés que nous. Après voilà, le système français est aussi différent, on ne fonctionne pas de la même manière. On n'est pas un pays qui développe beaucoup le neighbor delivery, contrairement au UK. On n'est pas un pays qui développe beaucoup ce système de caméra parce qu'il y a une notion de sécurité. Voilà. Il faut aussi s'adapter aux us et coutumes et à notre culture aussi. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de solutions qui émergent grâce notamment à des startups qui sont super innovantes, avec qui on essaie de travailler. C'est pas simple parce qu'on est un grand groupe, donc il faut aussi s'adapter à nos normes à nous. Ouais. Mais je pense que oui, c'est une grande partie de l'avenir est ici, quoi. Donc on a vu, il y a cet aspect de mobilité, de flexibilité qui est essentiel, cette logique technologique qui va continuer d'évoluer avec différents types de solutions. Et en off, on en discutait, cet aspect international. Est-ce qu'il n'y a pas une logique de mentalité qui évolue, d'expédier davantage vers l'international, ou qu'on doit davantage pousser pour le e-commerce français ? Je suis tenté de te dire qu'au vu de nos chiffres, il y a une tendance à l'international. Pas suffisante à mon sens si on se compare avec d'autres pays de l'Union européenne, mais il y a une tendance. Pour te donner quelques chiffres comme ça, aujourd'hui nous le e-commerce cross-border, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui sort de France, c'est notre cœur de métier, c'est environ 16% de notre revenu. D'accord. Et c'est un colis sur 3. D'accord. Donc, et si on prend l'histoire, il y a 5 ans de ça, c'était tout juste 10% de nos volumes, quoi. Donc là, un colis sur 3, c'est une croissance d'environ cette année 16-17%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dynamique. Néanmoins, je pense qu'on peut encore faire mieux et qui plus est en France. Donc, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui en France, c'est que déjà, on n'est pas par essence un pays exportateur, et nous, on s'intéresse de près aux petites entreprises françaises, parce que les grandes entreprises, généralement, elles travaillent avec nous depuis pas mal d'années, elles sont structurées pour faire de l'international. Les petites entreprises françaises, soit elles sont primo-accédantes, on va dire, à l'exportation, elles ont besoin d'être accompagnées, soit effectivement, elles ont rencontré des difficultés lors d'un premier envoi à l'international, parce que pas accompagnées, et elles ne souhaitent pas y revenir. Donc nous, on va s'intéresser vraiment à ce microcosme d'entreprise, et ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, elles ont envie, cette volonté de le faire, mais parfois, voilà, ça se joue pas forcément au choix du transporteur, ça va jouer à la culture internationale. Alors, on parlait tout à l'heure du site internet, de tout ça. C'est très souvent, exporter en France, c'est simple parce que le gros du marché est situé en Europe. Et l'Europe, t'as pas vraiment de frontières. L'Europe, il n'y a pas besoin de documentation douanière, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques. Généralement, on connaît comment fonctionne un allemand ou un anglais. Le premier frein, qui plus est quand on est dans la notion e-commerçant, c'est le site internet, qui n'est pas adapté, qui est mal traduit, avec les mauvais systèmes de paiement, le mauvais système de livraison, parce que là aussi, souvent, on offre un seul système de livraison, alors que exporter, c'est offrir une solution économique, une solution express, une solution avec une livraison chez le particulier. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en considération. Je crois beaucoup sur le fait que voilà, c'est aussi en accompagnant ces entreprises
qu'on permet de développer un petit peu plus. C'est aussi pour ça que de notre côté, chez DHL, au-delà de proposer un produit, la couverture de notre réseau, tout ce que tu connais aujourd'hui, ça a été aussi une transformation profonde de notre force de vente. D'accord. Notre force de vente aujourd'hui, elle ne vend plus, en tout cas, elle ne fait pas que vendre le produit DHL. Elle s'assoit à côté des entreprises, elle les conseille par rapport à leur site internet, par rapport à leur vente sur les différents pays. Et ça, je pense que ça aura un impact pas immédiat, mais dans les 2-3 prochaines années. Tu m'as raconté un cas pratique, par exemple, certains de vos commerciaux utilisent SimilarWeb pour accompagner des clients, leur dire regardez, vous avez du trafic par rapport à tel pays. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça ou certains outils qu'ils utilisent davantage au quotidien? Ah oui, alors SimilarWeb, ça a aujourd'hui un peu plus de 2 ans. Donc au début, l'idée, c'était de leur expliquer que on souhaitait développer donc le e-commerce en France, donc c'était la base. Donc, et quand la force de vente est partie, comme elle le fait en chasse sur les e-commerçants, elle s'est trouvée heurtée à un problème, c'est le e-commerçant fait du domestique. Oui, comme 99,5% des entreprises françaises, ils démarrent par le domestique et au bout de 2-3 ans, ils commencent à s'exporter. Donc ça, c'était la problématique. Et pour trouver une entreprise qui fait de l'international, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire que tu dois trouver l'entreprise qui a la volonté ou qui va partir exporter au Japon ou ailleurs. Et ça, il n'y a qu'un seul outil qui peut te le permettre de le faire, c'est SimilarWeb. Donc nos équipes marketing et digitales, qui sont des experts, ont commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et du coup, ce modèle SimilarWeb, on l'a dupliqué à la force de vente en disant, vous avez un outil qui vous permet de rentrer en contact avec le client et d'avoir une discussion autour soit du sujet de l'exportation, soit de la volonté d'exporter. Et donc oui, on a beaucoup d'anecdotes sur des clients sur lesquels on est arrivé en disant, voyez, quand on regarde SimilarWeb, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de demandes qui arrivent des États-Unis et vous avez un taux de rebond important. Ah oui, c'est quoi un taux de rebond? Ça veut dire que le client vient, reste quelques secondes et repart. Donc ça tend à dire que votre site internet, il n'est pas pour le coup en utilisant le terme digital responsive, c'est-à-dire que vous répondez pas donc aux exigences, c'est-à-dire ça peut être le produit, ça peut être le prix, ça peut être la traduction, ça peut être la livraison, à beaucoup de choses comme ça. Et on a effectivement pas mal de succès clients dans lequel le fait de les avoir accompagnés, plutôt que de mettre pour aller en Chine PayPal, on va mettre WeChat, plutôt que c'est vraiment du conseil. En fait, on s'est rendu compte que aider les entreprises en e-commerce, à l'exportation, c'était 80% de conseils et après la puissance de notre réseau. Donc il y a ce côté un peu technologique, mais il y a aussi l'autre côté plus culturel. Tu disais qu'on connaît de mieux en mieux nos voisins, mais au niveau culturel, il y a des comportements qui sont aussi parfois totalement différents. On prend souvent l'exemple des consommateurs allemands pour le textile qui vont commander 2 références et en expédier une. Donc spécificité peut-être aux États-Unis de laisser les colis sur le bas des portes. Il y a plusieurs possibilités. Vous les accompagnez, j'imagine, par rapport à ce type de réflexe et d'habitude aussi que vous pouvez voir. On sait par exemple effectivement en France, et ça c'est toute la solution que doivent anticiper aussi les e-commerçants français, c'est-à-dire que s'adapter à un pays, c'est effectivement avoir un site traduit en anglais, c'est effectivement avoir la bonne currency, enfin tout ça c'est important. Après il faut aussi comprendre le consommateur sur place. Effectivement aux États-Unis par exemple, quand on va aux États-Unis, non seulement il y a le système de retour qui est important, puisque les Américains, en tout cas, ont tendance à acheter et à renvoyer, mais il y a le retour partiel qui vient complexifier déjà quelque chose qui est compliqué, à savoir la gestion des retours. Parce qu'aux États-Unis, effectivement, c'est le cas de certaines entreprises dans le retail, dans le textile avec qui on travaille, qui sont des pure players et qui ne vendent que sur Internet, sur lesquels, effectivement, dans la boîte, il va y avoir 2 articles, ils vont prendre un article et renvoyer l'autre. Donc ça, il faut déjà se préparer, lorsqu'on va sur le marché américain, à cette problématique-là. L'Allemagne, c'est systématique. Les retours, c'est effectivement, tu le disais à juste titre, tu envoies 2 colis, ils en prennent 2, 3, 4, ils gardent celui qui leur plaît et tu as le retour sur les 3. Donc tout ça, ça doit être anticipé dans la manière qu'on a d'approcher le marché. Le UK, par exemple, sur les livraisons, le neighbor delivery, c'est inclus dans la démarche du UK. Le fait de faire du door-to-door, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent, quoi. Donc, c'est vraiment... Et ça, aujourd'hui, l'outil dont je te parlais, qui est on-demand delivery, c'est un outil qui permet, en tout cas aux e-commerçants, d'avoir cette possibilité de donner à leurs clients de changer le routing, c'est-à-dire là où il va être livré au dernier moment. Quand je dis au dernier moment, il faut quand même respecter le transit du colis. Mais ce qui est important, c'est qu'au sein de cet environnement, il y a des données qui nous permettent de savoir que aujourd'hui, la livraison elle est en train de changer. Elle est beaucoup plus dominante sur les relais colis en France. Et nous, on utilise beaucoup ce système de données pour faire évoluer notre offre et faire évoluer aussi
le discours commercial qu'on a avec ces e-commerce. Si on reste sur ce volet international, est-ce qu'il y a des schémas que tu constates par rapport au développement e-commerce? On se dit souvent, on est basé en France, on va peut-être d'abord se développer sur des pays latins, et puis après, éventuellement sur l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Est-ce que tu vois des schémas comme ça, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à certains marchés ou au cas par cas? C'est vraiment au cas par cas, parce que je pense que ce que tu dis est vrai dans 80% des cas. C'est-à-dire que la France est avant tout un marché qui est, contrairement à ce qu'on pense, très dynamique, marché interne très très dynamique. On aime les produits français, on aime acheter les produits français. Les entreprises françaises mettent en moyenne 3 ans déjà pour avoir une démarche à l'international, ce qui n'a rien à voir avec un Italien ou un Espagnol aujourd'hui. Donc il y a quand même ce processus qui est long avant de prendre conscience que on doit partir à l'international. Après, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que généralement, quand on parle à l'international, on va sur ce qui est plus proche de ce qu'on fait, c'est-à-dire les latins. Donc, on va commencer par ça, et après, on va partir à l'international. Après, on a de très très belles surprises avec des entreprises et des pépites françaises qu'on accompagne, nous, à l'exportation, qui se sont lancées dans l'aventure américaine dès le premier envoi, et qui sont aujourd'hui... de vraies réussites, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, de vraies réussites franco-françaises. Après, voilà, faut pas oublier quelque chose, c'est que aujourd'hui dans le comportement, il y a deux choses. Il y a on achète à l'international que quand le produit n'est pas disponible dans le pays ou quand il est moins cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit aussi l'émergence de nouveaux modes de consommation. Et je vais parler de la France, c'est que aujourd'hui, la France reste un pays, on va dire, safe. Les produits sont de valeur. Tu as peu ou pas de contrefaçon. Donc, du coup, on attire forcément par rapport aux pays émergents. Donc ça, c'est une vraie donnée qui fait que ça accélère aussi le fait que très souvent, on peut partir très vite à l'international. Il faut savoir utiliser le Made in France parce que voilà, c'est une valeur sûre. Et beaucoup, en tout cas, de startups qu'on a accompagnées directement à l'export. Je dis startups, c'est des e-commerçants. Je peux aussi parler de sociétés dans le physical qui se sont lancées sur Internet. Beaucoup qui ont réussi à l'international ont très bien compris que la valeur Made in France avait un prix, quoi. Donc du coup, sur cette logique Made in France, c'est d'avoir une forte qualité et un pricing assez élevé, haut de gamme. On parle notamment de marques de luxe qui s'exportent très bien. Est-ce que c'est surtout sur des produits de qualité, ou est-ce que tu constates aussi qu'il y a d'autres produits qui arrivent à se distinguer à l'international ? Alors moi, j'ai envie de te répondre oui, parce que nous, si tu veux, dans notre positionnement, comme on est un expressiste, comme si tu veux, on a un produit à très forte valeur ajoutée, on est plutôt premium dans notre industrie, on accompagne des entreprises qui ont déjà un positionnement premium. Panier moyen, 200, 300 euros. Après, ça ne veut pas dire que les produits un peu plus communs, et on le voit quand on voit le panier moyen aujourd'hui, il est à 63 euros, il est en train de régresser un petit peu parce que effectivement c'est la banalité qui fait ça. Nous, on n'est pas vraiment dans ça, donc on va vraiment accompagner les entreprises qui sont plutôt dans un panier moyen un peu plus élevé. Donc je suis tenté de te dire, à l'international, en tout cas sur le grand export, oui. Sur l'Europe, c'est un peu différent. Ouais. Je pense qu'on peut tirer l'épingle du jeu sur l'Europe avec des produits un peu plus communs, un peu plus bas de gamme, quoi. Ça pousse cette logique de créer une marque, de valoriser le savoir-faire français. Absolument. Ce qu'a fait l'Allemagne sur pas mal d'années pour avoir une vraie valeur à l'export. Je pense que c'est assez intéressant. Très bien, je pense qu'on a une vision du marché de 2018, de 2019, quelques clés aussi pour l'international. 2018 pour DHL, c'était l'année de quoi ? De certains projets en particulier, d'une évolution, d'une continuité ? C'est l'année d'une évolution, c'est-à-dire d'un point de vue mindset. Tout le monde aujourd'hui a compris que le e-commerce, c'était un accélérateur de beaucoup de choses, quelle que soit l'industrie. Donc pour nous, on a commencé très tard sur l'e-commerce. Quand je dis très tard, on a commencé après la vague de e-commerce, en se disant, voilà, c'est bien, mais est-ce qu'aujourd'hui notre réseau il est dimensionné ? Est-ce qu'on a l'outil pour pouvoir le faire ? Est-ce qu'on va pouvoir servir nos clients comme on le fait en B2B ? Ça, pour nous, c'était le plus important. Donc j'ai envie de te dire, 2018 ça aura été l'année de l'accélération. Parce qu'on a transformé beaucoup de nos agences en France. On les a rendues beaucoup plus adaptées en tout cas à cette demande-là. Former les commerciaux comme tu disais. Et voilà, quelque chose d'important, parce que bon, je représente aussi le commercial, c'est de dire, voilà, aujourd'hui notre force de vente, elle s'est adaptée à cette évolution-là. Elle est non plus une force de vente qui est en capacité de vendre le produit DHL, elle est aussi une force de vente qui est en capacité de comprendre les enjeux du e-commerce et d'accompagner les clients à l'international. On a de très beaux succès qui travaillent aujourd'hui avec DHL, mais on a aussi de très beaux succès de clients qui ont compris que l'international, ça demandait d'avoir des compétences et des connaissances, tout ce qu'on a vu, et qui aujourd'hui travaillent avec des concurrents. Et j'ai envie de te dire,
quelque part, on aurait eu un rôle citoyen, et c'est bien ça qui est important, c'est-à-dire qu'on aurait accompagné les entreprises françaises à exporter. D'évangéliser le marché et voilà, de pousser le marché. Et du coup, pour cette année 2019, est-ce qu'il y a des choses, on a déjà parlé de plusieurs projets, cette logique de data, d'être plus proche et plus mobile des clients, est-ce que tu as des projets spécifiques dont tu voudrais parler ? De toute façon, sur la notion de on-demand delivery, nous, aujourd'hui, on va continuer à développer encore plus de pays, couvrir encore plus de pays. Essayer de couvrir tout le globe. Vous êtes déjà partout, non ? On est partout, et quelque part, c'est vrai que c'est toujours, ça fait toujours bizarre de le dire. En tout cas, ça peut paraître on peut être un peu dans le manque d'humilité, mais on est l'entreprise la plus internationale du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te parle pas en volume, je te parle en couverture. On couvre tous les pays du monde. Je crois qu'il y a qu'un pays qu'on couvre pas aujourd'hui, c'est le Turkménistan. Tout le reste est couvert. D'accord. Donc en présence, compte tenu du fait que nous, on n'est pas assujettis aux embargos, etc., on couvre plus de pays que Coca-Cola, quoi. Sur le truc. Donc, on va effectivement continuer à développer ces solutions pour tous les pays, pour anticiper aussi les vagues des pays émergents. Ça, c'est d'un point de vue technique. On va continuer au niveau opérationnel à développer des partenariats avec des solutions green, avec des PME, avec des startups. Ça, c'est très, très important. Et enfin, j'ai envie de te dire, pour nous, le focus qui va être mis, c'est vraiment sur la dimension e-commerce B2B. Parce que quand on compare les deux, on est face à un e-commerce B2B, B2C, qui est quand même un marché à 82 milliards à peu près, face à un marché qui est à 420 milliards sur le B2B. Donc Amazon s'y est lancé. Je crois que Manutan, qui est une belle entreprise française, a lancé sa plateforme, sa marketplace B2B. Je veux dire, aujourd'hui, pour nous, c'est un marché qui est très important, et c'est un peu la même démarche qu'avec le B2C. Très souvent, ce que les clients veulent, c'est avoir la même amélioration du parcours client B2C au sein de leur entreprise. Et là, on a un rôle à jouer, parce que contrairement au B2C, on a dû s'adapter. Le B2B, c'est notre core business, on connaît ça depuis des années, donc ça va être, je dis pas un petit peu plus simple, parce que l'approche, elle est différente, mais c'est un gros focus pour nous, pour la force de vente et pour nos opérations pour les 3 prochaines années. On l'a vu, on s'habitue avec de nouveaux standards, que ce soit avec Amazon, avec des solutions de livraison de coursiers. Donc l'expérience qu'on a en B2C en tant qu'utilisateur, on attend la même sur l'aspect B2B. Comment tu vois un peu cet aspect B2B sur l'aspect e-commerce ? Nous, on a beaucoup de retours. 2018, c'était une année où on a davantage parlé parce qu'il y avait davantage de demandes, mais on manque encore de maturité par rapport à ça. Les plateformes sont encore en train de développer et d'aller dans cette direction de B2B. 2019, ça sera peut-être l'année du B2B, cette continuité, cette évolution. J'espère, parce que de toute façon, aujourd'hui, notre focus, il reste business to business. On s'est construit sur le B2B. Et comme je te l'ai dit, on restera quand même sur un panier moyen qui est élevé, assez premium. Moi, ce que je pense par rapport au B2B, c'est que déjà, B2B, B2C, c'est pas du tout la même approche. Il y a une approche acheteur qui est différente. Sur le B2C, tu as un acheteur. Sur le B2B, tu as une multitude d'acheteurs. Tu as un prix fixe d'un côté qui est mis sur Internet, un prix qui est négociable de l'autre côté. Et après, si je te parle de panier moyen, tu as d'un côté 63 € et tu as plus de 1000 € de l'autre côté. Donc j'ai envie de dire, voilà, on n'est pas du tout dans la même approche. Je pense qu'en France, là où on doit impérativement nous intervenir aussi, et là c'est notre rôle non pas de transporteur, c'est notre rôle de conseiller aussi dans les exportations, c'est qu'il y a encore qu'une entreprise sur deux qui a un site internet. Et ça, je pense que par rapport à des pays comme les États-Unis qui sont très en avance par rapport à ça, on doit continuer à développer aussi en disant voilà, la vente sur Internet de vos produits. La solution, c'est pas uniquement d'aller sur une marketplace. C'est pas parce que Amazon lance un modèle avec la possibilité de faire du B2B qu'on doit y aller. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises ont de très beaux produits, une très belle capacité à couvrir le monde ou l'Europe, et ils doivent utiliser ces compétences digitales qui va leur permettre après de se lancer. Et nous, notre rôle, c'est de leur dire voilà, exporter quand on s'adosse à une entreprise comme DHL ou d'autres sur l'overseas. Ça, c'est relativement facile. Par contre, la base du métier, c'est d'avoir effectivement un site internet qui soit, comme tu le dis, un peu conçu de la même manière que le site internet e-commerce avec un vrai parcours. Donc, et ça, c'est vraiment l'enjeu, l'expérience client, le parcours client. Ce qu'on constate sur cette logique de place de marché, les e-commerçants sont plus dans une logique de tester ou de sonder un peu le marché. De se dire, avant de se lancer sur tel marché, je peux utiliser Amazon et être indexé, mettre quelques produits et voir comment ça fonctionne pour avoir déjà
s'il y a de l'attraction, s'il y a de la demande, et puis pour voir aussi, pour faciliter la relation client. Mais c'est plus une étape avant de s'attaquer vraiment sur un marché, parce que on sait que la relation client, elle est clé, que le coût d'acquisition, il est ultra cher, donc vaut mieux fidéliser plutôt que faire de l'acquisition. Donc il y a tout intérêt à avoir sa plateforme et donc de l'adapter par rapport au pays cible. Exactement, c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a deux solutions, c'est-à-dire que ce qui se passe, et c'est ce qu'on observe aussi sur beaucoup de nos clients, même B2B, que ce soit B2B, B2C, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'au début, ils ont beaucoup de difficultés à aller à l'étranger, ils testent par petites touches. Quand ça commence à prendre, ils commencent à travailler, donc départ France vers le pays. Et quand ils arrivent en phase de maturité, c'est là que la question d'économie d'échelle commence à rentrer en considération. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on dégrade un peu le service de livraison et on va livrer moins vite nos clients, ou est-ce que finalement, au lieu de produire en France, on ne déplace pas la logistique et on va produire dans le pays sur lequel on est pour essayer de réduire les coûts. Donc, c'est des questions qui ne sont pas évidentes. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qu'on accompagne aussi dans cette démarche-là, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je pense que le fait de produire en France et d'utiliser tout ce qui est mis à notre disposition, c'est bien. Mais parfois, la vraie question de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, mon produit que j'exporte aux États-Unis, il sera plus rentable, ou en tout cas, je développerai plus en étant sur place aux États-Unis. C'est une question compliquée à laquelle moi je peux pas répondre, parce que effectivement, il y a des enjeux qui sont plus internes à l'entreprise. J'aurais bien aimé avoir ton avis aussi sur cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont très agressives sur l'aspect logistique et l'aspect e-commerce, qui ont tendance à être dans une logique de prise de part de marché et d'ultra-croissance. Quitte à rogner un peu sur la rentabilité ou autre. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu dis sur la logistique, il y a un travail de pédagogie à faire? L'objectif, c'est pas de faire de la livraison gratuite à tout le monde, mais d'expliquer que il y a une qualité de service et que cette qualité de service doit représenter un certain prix, et ça, on doit davantage faire preuve de pédagogie et de l'évangéliser. Oui, oui. De toute façon, l'enjeu est là, c'est-à-dire que d'un côté, tu as les e-commerçants qui souffrent du coût que génère la logistique et le transport, et d'un autre côté, tu as les transporteurs qui, eux, souffrent aussi d'avoir ces prix qui sont tirés par le bas, avec souvent des services de qualité. Donc effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre les deux, parce que la livraison, après le prix, dans beaucoup de sites internet, c'est la livraison, c'est-à-dire le transport, incluant la logistique de toute façon, parce qu'on parle de quelque chose d'intégré, c'est le deuxième levier le plus important. Donc tout a un coût, et je pense que le client aujourd'hui, à partir du moment où on répond à son besoin, c'est-à-dire si c'est un besoin de livraison rapide, ou livraison à domicile, ou livraison en main propre, etc., il est prêt à payer à partir du moment où c'est accompagné. Moi, je ne suis pas en faveur de ces entreprises qui pressurisent, en tout cas, et les logisticiens et les transporteurs, pas forcément les grands groupes comme nous, parce que aussi, je pense aussi à toutes les petites startups qui développent des solutions innovantes, et ces solutions, parce qu'elles sont innovantes, elles ont un coût, et elles ont besoin d'être accompagnées. Donc je me mets côté transporteur parce que j'en suis un, mais j'ai envie de te dire, voilà, chaque prestation a un prix. Donc, et ça, c'est un véritable problème sur lequel, effectivement, je pense, et les marketplaces et les différents acteurs du transport de la logistique devraient trouver un moment pour échanger et trouver des solutions. À ce sujet-là, on voit de plus en plus de regroupements. Tu parlais de start-up proches de transporteurs, de plateformes logistiques. Quel est l'état du marché? Tu vois de plus en plus de synergies, de coopération, ou est-ce que c'est un marché qui tend à s'isoler, à se fragmenter? Là, si on parle de la France, pour l'instant, c'est très dynamique, la France. Donc, comme on est arrivé un petit peu en retard par rapport aux États-Unis, tu as beaucoup de startups qui lancent avec plein de petites solutions de transport collaboratif et autres. Il y a effectivement, nous, grandes entreprises, c'est aussi vrai pour la digitalisation de ces grandes entreprises. C'est pas parce que tu es grand et gros que pour autant tu vas bien le faire. Donc ce qui s'est passé pendant la digitalisation, beaucoup d'entreprises ont racheté ou intégré des startups, et ça s'est plus ou moins bien passé. Donc nous, on est très vigilants avec ça, parce que notre job, c'est pas effectivement de faire le job des autres. On se dit, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on a la taille critique et la masse, donc on va leur reporter à nous, si tu veux, le volume nécessaire pour qu'ils puissent vivre et se développer. Après, de là à te dire qu'on va les intégrer là de suite, non,
Les entreprises qu'on intègre sont déjà à maturité. C'est le cas de Relais Colis, où en partie, on a quasiment 30% de part dans Relais Colis. Est-ce qu'on va les intégrer définitivement? J'en ai aucune idée. Mais je pense que voilà, il y a effectivement des concentrations, tout simplement parce que les entreprises comme nous, comme nos concurrents ou autres, on n'a pas la solution et que ces entreprises-là sont beaucoup plus agiles que nous. Donc je pense qu'il faut avoir l'intelligence de se rapprocher, de se dire, voilà, on va l'intégrer dans le panel de solutions qu'on offre, avant de commencer à dire, voilà, on va commencer à concentrer toutes ces choses-là. Il y a des concentrations qui sont beaucoup plus importantes dans d'autres segments de notre métier, on va dire. Très bien, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. C'était vraiment intéressant de voir ces différentes logiques de marché, davantage de mobilité, l'aspect technologique, cet aspect de collaboration, d'évangéliser aussi pour le marché e-commerce français, de se tourner davantage vers l'international. Donc j'invite nos auditeurs à se tourner vers toi pour plus d'informations, aux différentes ressources aussi que vous avez sur votre site et également sur notre site. Et je te remercie pour cet entretien. C'est moi qui remercie e-commerce Nation parce que c'est toujours un plaisir. Parfait. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.